Bon, désolé donc de récidiver. Deuxième présentation. Le responsable, c'est Abdellah, hein, je dis tout de suite. Arthrose digitale, quelques nouveautés. Alors, ça va être un petit peu miscellaneous, vous allez voir, enfin, pardon, un peu mixte. Les mêmes liens d'intérêt que tout à l'heure. Alors, papier très récent, nouveaux critères ELAR de classification de l'arthrose digitale. C'est le produit d'un travail de 3 ou 4 ans, toute une équipe internationale comme le fait le LAR habituellement. Et l'idée, c'était est-ce qu'on reste aux critères ACR de classification de l'arthrose des mains, qui avait été construit, vous vous en souvenez, pour distinguer plutôt par rapport à la polyarthrite, donc prenant en compte que les trois premiers doigts de chaque main, ou est-ce qu'on fait des critères qui sont plus complets, entre guillemets. Et on est arrivé à ça, je ne sais pas si vous n'allez pas forcément bien voir, mais grosso modo, il y a 3 types de critères. Les critères pour l'arthrose digitale globale, les critères pour l'arthrose des interphalangiennes et les critères pour la rhizarthrose seule. Donc, première particularité, des critères de définition, de classification de la rhizarthrose seule, ce qui n'existait pas avec l'ACR. Ces critères, sinon, sont des critères qui supposent évidemment une douleur depuis plusieurs mois dans les mains et l'absence d'autres pathologies pouvant expliquer ces douleurs. Et puis ensuite, vous avez le nombre d'articulations concernées, vous avez l'âge qui intervient, vous avez la durée de la raideur matinale ou de la présence ou pas d'une raideur matinale. La durée de la raideur matinale joue dans les deux sens. Si c'est plus de 30 minutes, c'est plutôt négatif par rapport à l'arthrose des mains. Si c'est quelques minutes, c'est évidemment plutôt positif. Bref, tout ça donne une pondération. Et au-dessus de 8 points, on peut classifier le patient en arthrose digitale globale ou arthrose interphalangienne ou arthrose rhizarthrose, arthrose de la base du pouce. La base du pouce étant considérée comme une entité anatomique globale, il n'y a pas de distinction trapézo-métacarpienne, scapho-trapézienne. Bon. Je passe les détails de la production de ces recommandations. Sensibilité, spécificité, c'est ça qui est intéressant. Bon, je ne vais pas critiquer quelque chose auquel j'ai participé, ça ne se fait pas. Et en même temps, à l'arrivée, on a une sensibilité, une spécificité qui ne sont pas forcément extraordinairement plus importantes que les critères de l'ACR. Cela dit, on a des critères ELAR, on a des critères européens, et on est content, et puis on peut distinguer interphalangienne et rhizarthrose, ce qui pour les essais thérapeutiques, puisque ces critères, c'est en général des critères qui vont être utilisés pour rentrer des patients dans des cohortes ou dans des essais thérapeutiques. On ne va pas utiliser ça, a priori, en pratique courante. Je ne pense pas que vous appliquiez les critères de l'ELAR demain ou lundi matin, comme l'a dit Abdellah tout à l'heure. Donc, voilà. Sensibilité, spécificité, à peu près comparable à ce qu'on avait avec les critères de l'ACR, mais un peu plus de précision en fonction du phénotype de l'arthrose. Alors ça, c'est pas tout à fait récent, mais c'est important de rappeler qu'il existe des recommandations thérapeutiques dans l'arthrose digitale. Elles ont été réévaluées en 2018, publiées en 2019, et sur le plan pharmacologique, c'est assez anglo-saxon en fait. Hein. Il n'y a pas grand-chose, quoi. C'est un peu la machine à éliminer à peu près tous les traitements possibles et imaginables sur le plan pharmacologique, et donc il reste essentiellement du non pharmacologique. Les anti-inflammatoires, c'est possible. Les infiltrations de cortisoniques, c'est pour les interphalangiennes, c'est pas recommandé pour la rhizarthrose du pouce. Ça peut sembler surprenant parce que on a peut-être plus tendance à en prescrire pour la rhizarthrose du pouce. Je ne sais pas quelle est votre pratique, mais ça n'est pas dans les recommandations. Et sur le plan pharmacologique, il y a également un ASAL qui a passé le prisme, hein, qui a réussi à traverser le prisme de ces discussions sur les traitements. C'est la chondroïtine sulfate, basée sur un essai, donc un grade 1B d'évidence, un essai fait par notre ami suisse Sen Gabay, versus placebo, 800 mg, et qui a montré dans cet essai qu'à 6 mois, on avait une amélioration de la douleur et de la gêne fonctionnelle, ce qui veut dire qu'il existe peut-être des traitements de ce type, anti-arthrosie symptomatique d'action lente, qui sont maintenant, vous le savez, dans la plupart des pays, des compléments alimentaires qui peuvent aider. Mais bref, comme dans l'arthrose en général, rien de miraculeux, et la prime au non pharmacologique, avec notamment les exercices,
toujours, pour la main, la balle en mousse et des exercices d'étirement, de flexion, de pince bipode, tripode et de force de préhension globale. Voilà pour ce qui est des recommandations. L'arthrose digitale érosive, c'est quand même le gros sujet toujours, érosif. Qu'est-ce que c'est que l'arthrose érosive? Alors l'arthrose érosive, d'abord, souvenons-nous que la définition, c'est une définition radiographique. C'est la définition à partir d'un certain degré de destruction radiographique, d'un certain type, qui sont ces érosions, non pas marginales, mais centrales, avec effondrement de la plaque osseuse sous-chondrale. Bon, on sait tous ce que c'est. C'est une définition qui veut dire qu'on arrive après la bataille. C'est-à-dire qu'il y a déjà ce degré de destruction qui a eu lieu, donc il y a déjà le travail de l'inflammation, parce que c'est vraisemblablement par l'inflammation que l'articulation se détruit et s'érode, que ça a déjà été fait. Donc on a une définition d'une pathologie qui est une pathologie qui est déjà largement évoluée quand on arrive à travailler dessus. Est-ce qu'elle est fréquente dans notre cohorte Digicode à Saint-Antoine? Oui. Elle est fréquente. Alors, la cohorte Digicode, c'est une cohorte tertiaire. Hein, c'est des patients qui ont été référés par des médecins généralistes et le plus souvent par des rhumatologues. Donc, on est déjà à un niveau 2 ou 3 secondaire ou tertiaire. Mais il n'empêche que dans cette cohorte, on a un pourcentage important d'arthrose digitale. On a érosive, là, vous voyez, 195 sur 425 quand même. Et arthrose inflammatoire définie par au moins une synovite palpable, hein, donc un gonflement des tissus mous d'une articulation interphalangienne, 185 sur 425 patients inclus et analysés. Les caractéristiques de l'arthrose digitale érosive à l'entrée dans cette cohorte, elles sont plus douloureuses, la gêne esthétique est rapportée plus importante, il y a plus de raideur mesurée par le scan, plus de gêne fonctionnelle mesurée par l'indice fonctionnel des arthropathies de la main, que ce soit dans l'arthrose digitale érosive ou dans l'arthrose inflammatoire. Une précision quand même intéressante, la sollicitation professionnelle des mains a été trouvée moins fréquemment chez les patients ayant une arthrose digitale érosive que chez les patients non érosifs, ce qui tend à aller dans le sens du fait que l'arthrose digitale érosive, la physiopathologie, elle est systémique et pas mécanique. Mais ça, c'est quelque chose qu'on sait déjà depuis un petit moment. Ça se vérifie dans notre cohorte, moins de sollicitations chez les patients ayant une arthrose érosive. Bien, le préjudice esthétique, je passe. On avait montré, là aussi avec un travail de Saint-Antoine, que c'était plutôt oui, non, et même triphasique. Hein, donc il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui en ont beaucoup, et puis il y a une petite population au milieu qui a un peu de gènes esthétiques rapportés, mais essentiellement c'est où j'en ai pas, où j'en ai beaucoup. Et dans l'arthrose érosive, les patients en ont plutôt plus que chez les patients pas érosifs. Sur le plan structural, c'est pas étonnant, ils sont érosifs, donc ils sont plus graves, il y a plus d'articulations à des stades avancés de Kellgren-Lawrence 2, 3, 4, il y a évidemment un grand nombre d'articulations classées comme érosives selon la classification de Verbruggen. L'arthrose, ça revient au topo précédent, maladie mécanique, mais aussi maladie systémique. Donc il y a ce travail qui avait montré que le risque relatif d'arthrose digitale chez les patients en surpoids ou obèses, c'était x2. Hein, donc, qui avait évidemment des éléments systémiques expliquant la survenue ou la symptomatologie dans l'arthrose des mains. Et donc, il y a plein de travaux qui sont en train de se mener sur le plan systémique. Alors, le microbiome, dysbiose intestinale, les dérivés du tryptophane, et pour ce qui nous intéresse particulièrement, la voie de la kynurénine, qui est une voie associée à l'inflammation de bas grade et qui est surexprimée dans l'arthrose digitale érosive. Ça, c'est un papier qui a été publié par Marie Benvigna l'année dernière dans Osteoarthritis and Cartilage. On continue sur le microbiote. Il y a un papier qui vient d'être accepté toujours par Marie Benvigna, toujours l'équipe de Saint-Antoine, parce que le Digicode c'est Saint-Antoine, mais ça a impliqué pas mal d'autres collègues d'autres services hospitaliers parisiens notamment. Là, c'est un travail qui montre qu'il y a une augmentation de la perméabilité intestinale, mesurée par des biomarqueurs sériques, et en particulier LBP et zonuline, qui sont plus importants, associés avec le nombre
d'articulation érosive, donc arthrose érosive associée à une dysbiose intestinale peut-être plus marquée, notamment sur le versant augmentation de la perméabilité intestinale via des marqueurs qui sont des marqueurs de l'inflammation bas bruit. On reste donc dans l'arthrose, maladie métabolique, pour toute une partie du spectre de l'arthrose. Syndrome métabolique associé à plus de douleur dans l'arthrose digitale, c'est un papier qui vient d'être soumis, ils ne l'ont pas accepté, mais il a été présenté à l'ORC et à la SFR, et on voit que dans cette analyse toujours de données de la cohorte Digicode, là c'est arthrose digitale pas distinguée selon que les patients étaient érosifs ou pas, on a, s'il y a présence d'un syndrome métabolique, un OSCAN plus important, plus de patients qui ont un niveau de douleur important, à plus de 44 mm sur une échelle de 0-100, donc à plus que le niveau de douleur n'est pas acceptable. Je parlais de Patient Acceptable Symptom State, 40 mm, donc 44 mm, c'est déjà des patients qui souffrent et qui rapportent cette douleur. Et donc, le syndrome métabolique est associé à plus de douleur, y compris quand on a ajusté pour l'âge, le sexe et l'indice de masse corporelle. Une donnée que nous a appris Digicode, c'est qu'il y a plus d'arthrose des métacarpophalangiennes dans l'arthrose de la main qu'on ne le pensait. Personnellement, j'ai toujours pensé que ça n'existait pas, entre guillemets, que ça n'existait quasiment pas, sauf peut-être quelquefois chez les patients qui avaient une chondrocalcinose articulaire, des choses comme ça. En fait, dans la cohorte Digicode, on a trouvé un pourcentage relativement élevé, à peu près 30% de patients qui avaient une ou deux articulations MCP touchées. C'est en général une arthrose peu sévère, donc ce n'est pas un marqueur de sévérité, mais ça existe, c'est une localisation qu'on voit, ce n'est pas forcément la localisation pour laquelle les patients vont nous consulter, sauf s'il y a un gonflement, quelque chose qui gêne sur le plan esthétique. Elle prédomine à la main dominante et elle est associée le plus souvent à des atteintes des interfémoriales proximales. Donc MCP seul, sans arthrose des IPP, il faut quand même chercher autre chose que l'arthrose, maladie métabolique, hémochromatose, chondrocalcinose ou maladie inflammatoire. Bien, toujours la cohorte Digicode, je suis désolé, je suis un peu monomaniaque, mais c'est vrai que c'est extraordinaire d'avoir réussi à recruter plus de 400 patients, à les suivre 6 ans. Là, on est arrivé aux 6 ans de suivi, donc on va pouvoir commencer à sortir des données prospectives, longitudinales. Pour l'instant, la plupart des travaux sont des travaux transversaux. Marie Benvigna, toujours elle, a identifié, selon des critères cliniques, 5 phénotypes cliniques symptomatiques par clustering en hiérarchisant les symptômes. Donc, on a utilisé la douleur, la gêne fonctionnelle, la raideur, la gêne esthétique, et on arrive à 5 phénotypes, entre guillemets, d'arthrose, avec des patients qui sont peu symptomatiques, et pour laquelle la cause principale de consultation est le début de gêne fonctionnelle, des patients qui ont des symptômes plus importants, mais c'est toujours la fonction, des patients pour lesquels c'est l'esthétique qui prédomine, des patients pour lesquels vous avez un ensemble douleur, fonction, raideur, ou douleur, fonction, raideur, et gêne esthétique. La gêne esthétique est particulièrement nette dans l'arthrose érosive, mais ça, on le sait, on l'a déjà vu. Et il y a 2 clusters qui correspondent plus à l'arthrose érosive. Ce travail intéressant, alors, il reproduit quelque chose qui avait déjà été fait par une équipe norvégienne. C'est la comparaison des patients qui ont une arthrose des mains et les patients qui ont une polyarthrite. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé 2 cohortes. On a pris Digicode et on a pris les patients d'espoir arrivés à la visite des 10 ans. Hein. Donc ça, c'est l'espoir, c'est une vieille cohorte polyarthrite rhumatoïde, enfin rhumatisme inflammatoire débutant, polyarthrite rhumatoïde. Ils sont arrivés maintenant à 10 ans avec plus de 379 polyarthrites rhumatoïdes à 10 ans, ce qui est quand même considérable. Et on a pris les arthroses digitales érosives à l'inclusion dans Digicode, 195, mais seulement 138 ont pu être analysés sur les paramètres qu'on a étudiés. Et on a comparé sur le plan symptomatique, et le résultat confirme ce que nos amis norvégiens nous avaient déjà dit, c'est que l'arthrose digitale érosive, c'est source de plus de douleur et même de plus de gêne fonctionnelle et de fatigue qu'une polyarthrite rhumatoïde traitée. Et le mot traité, évidemment, est le mot-clé, puisque dans l'arthrose, malheureusement, je vous l'ai dit, on n'a pas de traitement ciblé sur la maladie, alors que dans la polyarthrite rhumatoïde, on en a maintenant
plein de traitements possibles qui font que la plupart de nos patients polyarthrite rhumatoïde, s'ils ont accès à ces traitements, évidemment, vont plutôt bien, voire très bien. Et on est simplement dans un rôle de suivi, de prescription, de suivi, de surveillance de la maladie et des effets indésirables potentiels et des comorbidités. Mais vraiment, pour moi, aujourd'hui, une consultation de polyarthrite, c'est un des trucs qui va le plus vite dans mes consultations. Je ne sais pas pour vous, mais à côté d'un lombalgique qui arrive avec 50 IRM, il n'y a pas photo. Et même à côté d'une arthrose digitale érosive ou para-érosive. Parce que là, les patients ont des demandes très précises et que malheureusement, on n'est pas en situation de les satisfaire facilement. Voilà, l'échographie dans l'arthrose digitale, alors ce n'est pas une nouveauté, mais c'est quand même un rappel sur le fait que ça permet de détecter des informations intéressantes. Donc il n'y a pas que dans la polyarthrite ou les rhumatismes inflammatoires. Ça peut être utilisé au cabinet en pratique dans l'arthrose digitale, en particulier dans les arthroses phénotype inflammatoire avec des synovites. Ça détecte les synovites, ça détecte l'hypertrophie synoviale et si c'est hypervascularisé ou pas. Il y a effectivement des synovites dans l'arthrose digitale avec un Doppler plus ou plus. Et c'est associé, ça, à plus de douleur, mais pas à la sensibilisation centrale. C'est associé aux érosions, c'est associé à la progression structurale. Donc là, clairement, on retrouve le rapport inflammation, progression et sévérité symptomatique, comme dans les rhumatismes inflammatoires. De ce point de vue, c'est intéressant et ça peut être intéressant pour suivre des patients assez inflammatoires ayant une arthrose digitale, d'avoir recours à l'échographie, parce que le fait d'objectiver la diminution du nombre d'articulations synoviales, la baisse de l'inflammation synoviale, ça peut être un élément à un moment donné de discussion avec le patient sur son traitement et sur la façon dont on a réussi à faire quelque chose dans l'arthrose des mains, réputée être une maladie fatale et sans traitement. Voilà. Alors, sur le plan des traitements, il y a un certain nombre de papiers récents. Ce papier d'une équipe néerlandaise et norvégienne qui a montré que la corticothérapie orale 10 mg sur un mois, sur 6 semaines, ça avait un effet positif. Donc, on peut recourir à des petites doses de cortisone par voie systémique et non pas par voie intra-articulaire. Ça a un effet sur la douleur, ça diminue considérablement les douleurs et en termes de réponse au miracle-RC, vous voyez, il y a quand même une vraie grosse différence entre les patients qui ont eu cette dose et les patients qui ont eu le placebo, puisque c'était un essai contrôlé versus placebo, donc mené de façon très rigoureuse. En revanche, la bêta-méthasone en topique, ça ne marche pas. Ça, c'est l'équipe australienne avec Flavia Cicutini qui a fait là aussi un essai tout à fait bien conduit et qui a montré que malheureusement les topiques AINS sont recommandés par le LA, on peut les utiliser, mais topiques corticoïdes, c'est pas très intéressant. Méthotrexate, c'est une vieille discussion, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on peut donner du méthotrexate dans l'arthrose digitale? Il y a ce papier récent de l'équipe aussi de Flavia Cicutini qui montre que ça a un effet sur les symptômes, ça a un effet modéré sur les symptômes, effet taille 0,45 sur la douleur, mais c'est 20 mg par semaine. Donc c'est au prix quand même de problèmes de tolérance qu'il faut mesurer. Et donc la balance bénéfice-risque doit faire s'interroger sur la possibilité de prescrire ce traitement. Je pense qu'il faut le réserver clairement aux formes inflammatoires et assez difficiles à gérer, et certainement pas à tous nos patients arthrose digitale. La toxine botulinique, c'est un travail de l'équipe de François Ranou et Christelle Nguyen à Cochin. Eh bien, une infiltration, une injection de toxine botulinique intra-articulaire dans la rhizarthrose, ça donne une amélioration des symptômes à 3 mois. Ça ne dure pas beaucoup plus longtemps, mais ça peut être quelque chose qui peut aider à nous sortir de situations difficiles dans des rhizarthroses un peu préoccupantes, gênantes, douloureuses et pour lesquelles on n'a pas réussi à faire grand-chose. La stimulation du nerf vague. Alors là, je vais détailler un petit peu. C'est un travail qu'on a fait, c'est un essai thérapeutique qui a été fait à partir d'une étude. Bon, le point de départ, c'est le nerf vague, c'est un régulateur endogène de l'inflammation, donc ça peut nous intéresser. Et il y avait des travaux qui ont été faits dans la polyarthrite montrant que ça diminuait l'inflammation et les symptômes dans la polyarthrite rhumatoïde. Donc pourquoi pas dans l'arthrose digitale un peu inflammatoire, érosive. Bon. Et donc la question a été posée, on a fait une étude pilote, un premier travail comme ça, avec 18 patients pour voir si effectivement il y avait quelque chose qui se passait. Et il semblait que quelque chose se passait avec une stimulation
stimulation du nerf vague transauriculaire. Donc c'est un dispositif qui est placé dans l'oreille et qui est déclenché par le patient. On leur disait de déclencher ça à peu près 1 heure par jour, et ensuite vous verrez qu'on a réduit. Bien, donc ça avait l'air de faire quelque chose. On s'est dit allons plus loin, et donc Alice Courty, Jérémy Selam, Francis Berenbaum ont monté un gros essai thérapeutique de la stimulation auriculaire transcutanée du nerf vague dans l'arthrose digitale érosive versus sham, enfin fausse stimulation. Donc stimulation sans stimulation, mais avec un appareil placé dans l'oreille. C'est des essais qui ne sont pas toujours faciles à faire quand on fait des essais dispositifs versus sham. Donc ça a été vraiment bien fait. Le protocole est un protocole très plaisant, très réussi. Et le critère principal, c'était la différence sur la douleur des mains entre l'entrée dans l'étude et 12 semaines, 3 mois sur une EVA. Bon, donc le dispositif était évidemment le même apparence pour les patients qui avaient la vraie stimulation versus la fausse stimulation. Et malheureusement, à 3 mois, sur le critère principal, on n'atteint pas la significativité clinique ou statistique sur la douleur. Vous voyez, moins 5,8 mm sur l'échelle 0-100, P0,22, donc un essai qui est négatif. Et c'est tout à fait décevant, sauf que sur la fonction, il se passe quelque chose, et que si on regarde les patients qui ont le plus d'articulation synoviale, donc les patients qui sont les plus inflammatoires, là il y a une différence qui semble exister sur la réduction douloureuse entre sham et vraie stimulation. Donc probablement que nous avons inclus des patients un petit peu trop largement. On demandait quand même qu'il y ait une inflammation, mais pas suffisamment d'articulation inflammatoire. Il faudrait peut-être se focaliser sur les patients qui ont 2, 3, 4, voire 5 plus articulations inflammatoires. Dans cette population d'arthrose digitale érosive inflammatoire, il est possible que ce traitement puisse devenir un traitement intéressant. À suivre, puisqu'il va falloir faire une autre étude pour montrer ce qui, là, pour l'instant, est de l'ordre de la supposition. Bien, donc voilà, premier essai contrôlé, là, malheureusement négatif, ça améliore quand même l'état de santé global et ça diminue un peu la gêne fonctionnelle, et ça semble diminuer la douleur par rapport à la fausse stimulation chez les patients inflammatoires. Donc, affaire à suivre. Une précision, quand je dis arthrose digitale érosive et inflammatoire, j'imagine que pour vous c'est évidemment très compréhensible, mais pendant longtemps on a confondu érosif et inflammatoire, c'est-à-dire qu'on avait des patients qu'on définissait par des critères radiographiques, érosif, on disait c'était inflammatoire. Or, moi, je pense qu'il vaut mieux parler d'arthrose digitale inflammatoire et, si possible, la détecter avant qu'elle devienne érosive. Exactement comme au genou, quand Xavier Héral et l'équipe de Cochin nous avaient montré que la présence d'un épanchement de façon poussée inflammatoire ou un épanchement chronique, c'était quelque chose qui détruisait l'articulation à 2 ans, 3 ans, 5 ans, avec les travaux que Xavier et Cochin ont fait, et notamment avec l'arthroscopie, on a tout à fait pu démontrer ça. C'est exactement la même chose dans l'arthrose digitale. Alors, un traitement conservateur que moi j'ai découvert, vous le connaissiez peut-être, c'est la dénervation articulaire. Donc on libère les branches articulaires des nerfs collatéraux. C'est un traitement qui existe visiblement depuis un certain temps, qui a montré des résultats en ouvert rétrospectif. Vous savez, les séries de chirurgiens, c'est toujours super, 90% de réduction de la douleur dans 85% de 32 cas. On a l'impression que c'est vraiment extraordinaire et on a envie de se faire une idée un peu plus précise. Et il y a à Saint-Antoine une chirurgienne de la main qui vient d'être d'ailleurs nommée professeure d'université, Adeline Cambon, qui a décidé de mettre en place avec Jérémy Selam un travail d'évaluation prospectif de cette proposition chirurgicale qui s'adresse à des patients qui ont essentiellement une articulation qui fait mal et qui n'a pas bien répondu à un traitement de base topique et autres. Donc grosso modo, l'indication, c'est l'interphalangienne qui reste douloureuse, mais mobile. Ça ne marche pas sur les articulations raides. Donc ce n'est pas une bonne indication. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Je remercie tout particulièrement Alice Courty, collègue de Saint-Antoine, qui m'a prêté ces diapositives sur l'essai estival, donc l'essai stimulation
transauriculaire du nerf vague. Merci de votre attention.